toutes et bonjour à tous et bienvenue à cet nouvel épisode de Let's Talk MDR, donc qui signifie non pas mort de rire, mais motivation plus détermination égale la réalisation de tous vos rêves, de tous vos projets, que ce soit personnel ou professionnel. Aujourd'hui, le thème, ça va être le mindset, parce qu'on est là pour parler mindset. On va parler mindset marketing. Et pour ça, eh bien, mon invité du jour, c'est Frédéric Cannevet. Bonjour Frédéric. Bonjour. On se connaît depuis, alors j'arrive même plus à savoir depuis quand on se connaît. Par contre, je ne sais même pas si on s'est jamais rencontré en personne. Non, en vrai de vrai, jamais. Jamais, hein, voilà, c'est ce qui me semblait. Mais par contre, on doit se connaître depuis 2010 ou 2011 sur le net, je crois, quelque chose Bah comme oui, et puis c'est comme ça que je sais qui est ton coach, ton mentor. Tout à l'heure, tu m'en as parlé, mais je dis, mais si, je l'ai vu sur Facebook, sur Instagram, regarde, elle a ton livre dans la main et tout En ça. plus, voilà, c'est toi qui me l'as dit. En fait, j'ai les deux livres là. On parlait de mon livre et tu me dis, mais si elle a ton livre dans la main, alors que moi, je ne l'ai même pas vu. Mais aujourd'hui, on va parler de ton livre. Parce que dans le mindset des entrepreneurs, il y a quelque chose qui fait peur aux gens aussi, c'est de faire du marketing. Donc, chacun a une activité, mais personne n'a appris le métier du marketing. Donc, toi, tu as sorti récemment le livre qui s'appelle The Growth Hacking. Déjà, ça fait peur. donc, avant de nous présenter le livre et qu'on parle un peu mindset marketing, qu'est-ce que tu peux te présenter, justement, nous dire qui tu es, ce que tu fais et comment tu aides les gens? Alors en fait, c'est simple, hein, ça fait plus de 20 ans que je travaille dans le marketing. En fait, pour la petite histoire, pourquoi je suis arrivé là-dedans, dans le marketing et dans l'Internet, c'est qu'en fait, un peu comme tout le monde, je ne savais pas trop quoi faire à l'école. J'ai toujours fait des études un peu généralistes. Et puis je me suis retrouvé comme je suis un petit peu vieux au service militaire. Et tu vois, quand tu es là-bas dans ta caserne, tu t'ennuies un peu, puis tu fais un bilan de compétences. Et je me suis dit, Fred, qu'est-ce que tu aimes dans la vie? Qu'est-ce qui te fait triper? Et puis je me suis dit, ouais, c'est le marketing et les jeux vidéo. Et c'est comme ça que j'ai commencé à bosser dans le marketing et les jeux vidéo. Et après, j'ai eu pas mal de choses. J'ai monté par exemple un magazine avec un de mes amis qui travaillait justement dans les jeux vidéo. On a fait 6-7 numéros d'un magazine. J'ai monté aussi une start-up avec des potes, mais qui a fait plutôt start down. J'ai été consultant, etc., etc. Donc, j'ai fait pas mal de choses et voilà, et là maintenant ce que j'essaye de faire, et c'est ce que je fais depuis plusieurs années, c'est que j'essaye de donner mes conseils via mon blog, hein, conseilmarketing.com, mais également le bouquin par exemple. En fait, je me dis, il faut démocratiser le marketing. Là, quand j'ai fait mon blog, la première fois, c'était justement, je montais la startup avec mes potes et je me disais, mais il faut que je trouve des infos pour savoir comment référencer un site web, comment lancer un produit, comment faire des cartes de visite. Et comme tu l'as dit, les entrepreneurs ne savent pas le faire. Et donc, je me suis dit, je vais commencer à prendre toutes ces infos, je les mets dans un aide-mémoire. Et l'aide-mémoire, c'était mon blog. Et puis, bon, comme je te dis, la startup, elle n'a pas fonctionné. Mais par contre, moi, après, ça m'a donné envie d'écrire, de partager des informations et donner des conseils. Voilà. Et c'est ça, en fait, mon objectif. Et en plus, tu as travaillé pour des grosses boîtes, des boîtes de logiciels et Oui. des trucs comme ça. Donc, ça veut dire que tu es toujours en permanence en train de faire des recherches, des études de marché pour différents types de Ah produits. et je pense qu'il faut se former tout le temps. En fait, avant, quand je disais on se formera toute la vie, le marketing évolue, le business évolue, il y a plein de gens qui disaient mais non, arrête. Et là, on voit bien avec le Covid que ce qui est acquis peut changer du jour au lendemain. Des gens comme Uber qui étaient vraiment les taxis multimillionnaires, tu voyais la boîte qui valait des milliards, et leur business a été remis en cause. Quelqu'un qui avait un restaurant, quelqu'un qui était consultant, formateur, il a des difficultés. Et donc, il faut savoir s'adapter. Et c'est justement un petit peu le concept du gros hacking. Le gros hacking, c'est se dire, voilà, tu vas pirater ta croissance. C'est-à-dire que le monde d'avant, entre guillemets, je ne dirais pas qu'il est mort, mais il a évolué. Et donc, tu peux plus lutter de la même manière quand tu es un petit entrepreneur, que tu es un indépendant, que comme tu es une grosse boîte. Et le gros hacking, c'est ça, c'est pirater sa croissance. En fait, ça vient des startups américaines que tu connais très bien, qui, quand ils se lancent, ils ont quelques mois de trésorerie, ils ont peu de temps, peu de moyens, et pourtant, ils doivent retourner un marché, se faire connaître et aller manger un petit peu la laine sur le dos des gros leaders. Et donc le gros hacking, c'est ça, c'est pirater les techniques, c'est-à-dire utiliser avec un maximum d'efficacité ses ressources, que ce soit du temps ou son argent, essayer de détourner un peu le système, automatiser comme il faut et quand il le faut, et au contraire humaniser un maximum. Et quand tu parles de MDR, en fait c'est exactement ça aussi la stratégie du gros hacking, parce qu'en fait quand tu dois choisir
tes priorités parce qu'un entrepreneur, quand il démarre son entreprise, il y a tellement de choses à faire. Il y a tellement de trucs. Tu peux facilement t'éparpiller. Moi, je connais un de mes amis qui a voulu lancer sa boîte de formation et coach et formation, plutôt comptabilité gestion. Et en fait, il s'était attardé à faire son site internet, à avoir sa plaquette, à être agréé formateur reconnu, machin, blabla. Il s'est fait une formation RNCP, blabla. Et en fait, je lui ai dit, mais t'as passé combien de temps à chercher des clients? Ah mais non, mais les clients, je les aurai après. Voilà. Et donc, en fait, voilà, c'est prendre les choses dans le bon sens. Et ça, je dirais juste après quelques petites trucs clés. Mais en fait, un entrepreneur, il a tellement de choses à faire qu'il doit prioriser les choses. Et donc, dans les priorisations, tu dois identifier avec un tunnel de vente très simple, ton tunnel, l'acquisition, la transformation des prospects en clients, etc., etc. Donc, tu dois savoir où ça va pas et agir où il faut. Et quand tu dois agir, tu détermines en fait avec vraiment un brainstorming, tu choisis des bonnes idées. Voilà, c'est le fameux tunnel de vente, exactement le cycle de vente. Et donc là, tu dois choisir quelle est l'action la plus intéressante. Et dedans, en fait, tu dois choisir ce qui a le plus d'impact sur ton business, ce qui coûte le moins cher et ce que tu as le plus d'envie. Quand tu disais avec MDR, des fois, tu as des choses qui sont importantes et tu sais que tu dois le faire, mais tu n'as pas envie, quoi. Et quand si tu mets ces trois cautions-là, tu dis, ouais, ça, c'est quelque chose d'important, ça, c'est quelque chose qui coûte pas très cher et qui a d'envie, waouh, tu fonces. Et c'est là, en fait, que ça donne l'efficacité. Donc ça, c'est pour ça que MDR a résonné en moi quand j'ai lu ton livre. Je me suis dit, ah, mais c'est exactement ce que je pense. La deuxième chose, c'est vrai qu'on parlait tout à l'heure de start-up et de personnes qui créent leur boîte. Le problème de beaucoup de gens, c'est qu'en fait, justement, ils ont du mal à savoir où aller. Et justement, dans le gros hacking, il y a un petit peu une philosophie qu'on appelle l'étoile du Nord. L'étoile du Nord, en fait, c'est se dire un indicateur, mais un seul indicateur qui va être le succès de ton entreprise. Parce que moi, pendant très longtemps, ce qui s'est passé, c'est que, tu vois, j'avais mon site internet, je gérais les visites, je suivais le chiffre d'affaires, je suivais le nombre de leads, et je me disais, ah tiens, mais j'ai plus de trafic, allez, il faut que j'écrive des articles. Ah merde, j'ai pas eu beaucoup de prospects aujourd'hui, ah mais il faut que je fasse une promo. Et en fait, je m'éparpillais, ça allait tous un petit peu dans le même sens, mais c'était pas tout droit. Et c'est pour ça, en fait, il faut définir une étoile du Nord qui est quel est l'indicateur clé qui fait que je dois accepter ou pas une action. Et ça, c'est super utile en disant, je filtre. Est-ce que ce qu'on me propose là, c'est ce qui va me permettre d'avancer? Parce qu'une grande force de l'entrepreneur, c'est dire non, en fait, à des sollicitations ou à des actions. Et comme ça, quand on a une étoile du Nord qui te dit, bon, par exemple, moi, c'est le chiffre d'affaires, j'ai dit maintenant, moi, ce qui compte, c'est le chiffre d'affaires. Est-ce que écrire, par exemple, cet article de blog, ça va me ramener du business ou pas? Est-ce que faire telle action, ça va me ramener du business ou pas? Bah, tout de suite, ça devient vachement plus facile. Et si vous êtes plusieurs dans l'entreprise, si vous dites, bah voilà, à tout le monde, voilà, l'étoile du Nord de la boîte, c'est ça, bah, tout le monde saura quelle action mettre en place. Et ça, c'est vraiment, je pense, un petit tips, mais vraiment simple à mettre en place et se dire quel est l'indicateur clé. Le deuxième tips que je vous donnerai, c'est quand vous commencez votre journée de travail, ne commencez pas bien sûr par lire votre newsletter et tout ça, mais dites-vous quelle est la chose aujourd'hui qui aura le plus d'impact sur mon business. Et souvent, on se rend compte que ce qui aura le plus d'impact sur son business, c'est pas forcément ce qui est on a prévu dans sa to-do list ou ce qu'on gère. On dit que c'est le plus urgent. Je te donnerai un exemple simple. Pendant très longtemps, en fait, voilà, je sais que mon taux de conversion sur mon site internet est pas bon parce que j'ai beaucoup de gens qui viennent qui sont pas très bien ciblés. Et donc, j'ai un taux de conversion qui était inférieur à 1%. 1%, c'est-à-dire que tu as 100 visiteurs qui viennent sur ton site et tu n'en as que un, en fait, qui s'inscrit à ta newsletter ou qui achète. Moi c'est l'inscription newsletter qui compte. Et donc, pendant très longtemps, j'avais essayé quelques trucs, quelques machins, puis voilà, j'avais pas réussi à fonctionner. J'ai pas trouvé la bonne astuce. Et puis, voilà, un matin, j'étais en train de dire, bon, les Fred, quelle est la chose pour toi qui aurait plus d'impact sur ton business? Et je me dis, mais Fred, ce qui aurait le plus d'impact pour toi, c'est pas aller écrire un article de blog comme des dizaines et des dizaines, c'est pas aller envoyer une newsletter avec un emailing pour essayer de faire un business, c'est avoir plus de prospects. Et donc, je me dis, bah, Fred, comment tu peux travailler? Et j'ai fait toute une série d'hypothèses, et ça, c'est lié au gros hacking. Le gros hacking, c'est test and learn, c'est-à-dire que tu dois tester, te lancer, c'est ce que tu dis aussi dans ton livre, il faut te lancer. Il faut absolument se lancer. Et tu testes. Parce que le plus gros problème d'un entrepreneur, c'est qu'il va soit trop cogiter et il va procrastiner, soit en fait, il va attendre la perfection ou tout ça. Et donc, en fait, là, tu testes, tu dis, bah, c'est pas grave, je vais faire déjà le minimum et on verra plus tard. Donc, en fait, ce truc-là, je l'ai fait et je me suis dit, bah, les Fred, teste ça. J'ai testé une offre à 1 euro, j'ai testé une offre à 9 euros, puis j'ai changé le bonus et je me suis dit, le bonus, c'est la chose que je propose sur mon site internet en échange d'adresse email. Et je me dis, Fred, qu'est-ce que voudrait ton client type? Donc, moi, mon client type qui est dans le B2B, qu'est-ce qu'il ferait te donner
son adresse email, parce que pour lui, son adresse email, ça a de la valeur, parce qu'il sait que dès qu'il va laisser son adresse email, tu vas le spammer, tu vas le spammer, tu vas lui envoyer des emails plein la tête. Donc, qu'est-ce qui va vraiment le séduire? Il me dit, Fred, dis-toi, si tu étais à la place de ton client, qu'est-ce qui t'intéresserait? Et je lui dis, bah, moi, ce qui m'intéresserait le plus, c'est avoir plus de clients, quoi. Parce qu'on a essayé avec le bouquin, toi, le bouquin, le titre, 8 semaines pour l'époque, on s'était dit, non, doubler votre nombre de clients, c'est une promesse qui est trop forte. Mais par contre, sur un bonus, je peux dire à 100 conseils pour avoir plus de clients. Ouais, ça, c'est un truc qui intéresserait quasiment tous mes lecteurs, avoir plus de clients. Qui ne voudrait pas avoir plus de lecteurs? Puis après, je me suis dit, ouais, bah, je peux faire quoi? Une checklist? Ouais, une checklist, ouais, c'est un truc rapide, mais ça va pas donner grand-chose. Et si je tentais, allez, un email tous les 2 jours, parce qu'en fait, je m'étais inscrit, la dernière fois que je m'étais inscrit à un email, enfin une liste, c'était quelqu'un qui disait recevez tous les jours un email avec une astuce. J'ai dit, ah ouais, c'est assez fort ça. Et en fait, je me dis, bah, vas-y, essaye ça. Et je me dis, bah, c'est pas grave, si ça marche pas, je testerai un autre visuel, je testerai un autre test, et au moins, il faut se lancer. Le truc du marketing, c'est de tester, tester, c'est ce que je dis toujours, c'est tester, tester. Et ce que j'aime dans ce que tu dis dans ton livre, c'est que et les clients me disent la même chose. C'est-à-dire qu'ils disent, il y a plein de coachs, il y a plein de marketeurs qui leur disent, il y a une stratégie, il faut faire cette stratégie-là. Et moi, je dis aux gens qui viennent vers moi, bon, 90% sont des femmes, je dis non, il y a plein de stratégies, trouvez celle que vous voulez, qui vous convient à vous. Et c'est ce que tu dis aussi. Et c'est pour ça que j'aime le livre, parce que moi alors, c'est pas que j'ai horreur du marketing, parce que ça va, mais par contre, tout ce qui est technique, tout ce qui est testé, justement, tester les machins, tester les... Et là, il y a plein de jaunes, donc vous voyez, je l'ai lu, le livre, je l'ai lu cette semaine. Il y a plein de choses, mais moi, j'ai horreur de tester. Alors moi, il y a des personnes que je suis parce que c'est mes laboratoires, en fait. Je sais qu'eux, ils testent. Mais ça, c'est ça qui est important, c'est que non seulement il explique qu'il y a plusieurs stratégies, que les gens vont pouvoir choisir celle qui leur convient, ça c'est important. Et tu as vraiment ramené l'information, parce qu'il y en a qui parlent très, très jargon marketing, même moi j'ai compris. Là, c'est super simple. Et une fois de plus, 95%, 90% des personnes qui me suivent sont des femmes. Pour nous, c'est encore plus compliqué, le marketing, la technique, le machin, le ceci. Et là, eh ben, c'est clair. Moi, j'ai tout compris. Il y a juste... Ouais, mais c'est vrai que ça, c'est une partie technique. Voilà, ça, j'ai sauté parce que ça m'a jamais intéressé. Donc, j'ai sauté cette partie-là. Mais tout le reste, j'ai tout compris. Alors que d'habitude, il y a plein de choses. Parce qu'en fait, Et parce que, en plus, parce qu'on a choisi de le faire en storytelling. Oui. Et les hommes et les femmes, et en anecdote. Ouais. On réfléchit pas de la même façon. Et je sais que souvent, quand je suis, par exemple, des webinaires d'Internet marketeurs français ou américains, je suis perdue parce qu'ils vont tellement vite. Oui, ben là, on fait ça, ça y est, c'est parti. J'ai déjà rien compris. Donc, comme j'ai rien compris, je dis, je fais pas, ça me plaît pas. Donc... Mais que là, vraiment, c'est pour ça que je recommande le livre et c'est pour ça que je voulais que tu sois là, cette interview. Parce que là, on est vraiment dans le mindset marketing qui pose un problème d'habitude aux gens qui sont entrepreneurs, mais ils n'ont pas choisi de faire du marketing. Mais si on est entrepreneur, on est obligé de faire du marketing. Donc, c'est ce que moi, j'appelle faire du marketing fun. C'est de trouver la stratégie qui te convient. Et comme tu dis parfaitement, vous faites du storytelling, parce que vous êtes 3 à avoir écrit le livre. C'est storytelling, donc ça passe très bien, ça passe un peu comme un roman en fait. Ouais, bah oui, et c'est vrai que de plus en plus, comme le livre comme le tien, en fait, c'est pas des livres académiques à la Flaubert où ça devient compliqué, mais au contraire, les gens, en fait, ils veulent du fun, ils veulent du plaisir. Et de plus en plus, tu verras que le marketing ou même la vente ou peu importe, va être de plus en plus, entre guillemets, de l'infotainment. Et tu vois, si tu regardes souvent les vidéos YouTube, les gens, en fait, ils veulent s'amuser. Et c'est vrai que j'ai en mémoire de ce YouTuber qui s'appelle Poisson Fécond. En fait, c'est un YouTuber qui racontait des trucs un petit peu de geek et tout ça. Et il a commencé à changer sa chaîne en faisant des trucs un petit peu fun, beaucoup plus courts, beaucoup plus en storytelling. Et là, en fait, ça a été le début du succès. Et aussi le choc, parce que pourquoi il a vraiment réussi, c'est qu'il a polémiqué sur le salaire des youtubeurs. C'est ça qui a été le point de départ. Parce qu'en fait, il y a toujours un petit truc qui est un point de départ. Tu vois, c'est comme ces points de rupture ou un truc comme ça. Et en fait, tu vois qu'il y a des moments dans l'histoire où ça peut basculer à gauche, à droite. Et le tout, c'est que toi aussi, tu dois choisir une opportunité. À un moment donné, tu dis, je saute ou pas. Et moi, je me suis toujours dit, tu vois, à chaque fois que dans ma vie, j'ai eu des opportunités, j'ai dit, Fred, tu dois la saisir, même si c'est compliqué, même si le regret est beaucoup plus dur que de tester quelque chose. Donc, même si c'est dur, même si tu dois faire un choix, vas-y, tu ne regretteras pas.
Ben oui, parce que quand on teste quelque chose, quand on change quelque chose, quand on a envie déjà de quelque chose, ben si on ne change rien, il ne va rien se passer. Et puis si on essaie, ben, comme je dis toujours, on a une chance sur deux de se planter, mais on a aussi une chance sur deux de réussir. C'est pour ça que moi, je cherche jamais le où, quand, comment. Quand j'ai un projet, je dis, bah, j'y vais, puis après, les solutions, elles viendront. Mais si on ne fait rien, ben, c'est sûr qu'il ne va rien se passer. Donc, on ne peut pas avancer dans ces cas-là. Ouais, et le plus gros problème, c'est en fait le doute ou la peur d'échouer. Alors qu'il suffit de se lancer. Et par exemple, toi, c'était assez marrant. Il y avait en fait une coach en fait qui habitait je crois vers Orléans en fait. Et puis elle se disait ah, j'aimerais bien en fait rencontrer des gens, trouver des nouveaux clients à Paris, etc., etc. Et en fait, elle s'était toujours dit mais comment je vais faire? Et elle n'osait jamais en fait contacter les gens. Puis à un moment donné, elle s'est dit, ah bah tiens, je vais contacter les gens que j'aime bien et je leur propose d'aller déjeuner ensemble. Et elle m'a dit, waouh, j'y croyais pas, et que les gens, je pensais que les gens allaient me renvoyer en me disant, mais non, on n'a pas le temps de déjeuner avec vous. Et elle me disait, quasiment tout le monde accepte de déjeuner avec moi alors que je suis inconnu. On a fait des interviews vidéo, ça m'a donné des idées de business et ça a transformé son activité, qui était une activité un petit peu vivotante. Et elle a dit, ah mais j'ai appris plein de trucs en discutant avec toutes ces personnes-là. J'ai eu des opportunités, ils m'ont dit tiens, fais ci, fais ça. Et finalement, il fallait juste oser. Ouais. Ça me rappelle, je cite souvent cet exemple, mais il y a en 2016, j'ai interviewé Sharon Lechter, qui a écrit Think and Grow Rich for Women et qui a coécrit les 17 bouquins de Kiyosaki. Et en fait, elles étaient trois. Donc, il y avait Ali Brown, dont on parlait tout à l'heure, en même temps. Il y avait Ali Brown, il y avait Ingrid van der Velde et il y avait elle qui venait de monter une association. Et je lançais Succès de femmes. Et c'était la deuxième année de Succès de femmes. Et je me dis, j'aimerais vraiment leur interview à elles pour montrer aussi des exemples de femmes qui ont monté des empires pour inspirer les femmes françaises. Et donc, alors, Ingrid ne me connaissait pas, Ali me connaissait depuis plusieurs années, mais Ingrid ne me connaissait pas et Sharon Lechter ne me connaissait pas. Et autant dire que Biba Pedron, elle est là par rapport à ça, c'est sûr. Hein. Donc, quand les gens me disent oui, mais est-ce que je peux, donc je lui ai envoyé un email et le lendemain matin, j'avais déjà une réponse de sa part en disant oui, ok, parce que j'ai dit je sais que vous venez à Orlando, donc moi, pour les gens qui ne me connaissent pas, j'habite à Miami en temps normal. Je sais que vous faites un événement dans 3 semaines à Orlando, donc je voulais savoir si je pouvais venir vous retrouver à Orlando. Et le lendemain matin, c'est elle-même qui me répond. C'est pas son assistante, c'est elle-même qui me dit bah oui, effectivement, je serai à Orlando. Alors ça m'a paru extraordinaire parce que donc je lui ai expliqué pourquoi je voulais l'interview avec elle, Ali et Ingrid. Et elle me dit bon bah je fais un événement, mais vous n'êtes pas obligé de venir à l'événement. On peut faire l'interview avant. Je dis attendez, non, mais j'ai déjà pris ma place, j'ai déjà pris ma place en VIP parce que ça me paraît quand même le minimum. Et donc en fait, donc après effectivement, elle m'a dit maintenant bon organisez ça avec mon assistante, mais c'est elle-même qui m'a répondu. Et puis surtout, quand on a fait l'interview, c'est que le premier jour, donc l'événement c'était 2 jours, le premier jour, je demande à son assistante le matin, bon, est-ce que vous savez à quelle heure c'est prévu? Elle me dit non, mais on voit ça dans la journée. Puis la journée passe et puis il ne se passe rien. Donc le lendemain matin, je dis bon, c'est quand? Parce que là, il ne reste plus qu'une journée. Donc on va voir ça à la pause du matin. Oui, sauf qu'à la pause de 11h, on ne voit pas non plus. Et je vais au déjeuner et d'un seul coup, elle me dit bon, bah, attendez, on va le faire maintenant. Et la salle se vide, c'était une salle de 300 personnes, la salle se vide et normalement, Sharon, elle était censée manger en VIP avec les gens qui avaient payé VIP. Ah bah oui, ouais. Avec eux. C'est là où je me dis qu'il y a des fois, on ne peut pas se permettre d'avoir un ego important quand on voit des gens comme ça. Elle a accepté de faire l'interview, donc on était sur scène, on a fait les 20 minutes d'interview et après, j'interviewais Ingrid. Donc on n'était que toutes les trois dans la salle. Et quand j'ai fini l'interview avec elle, quelqu'un lui a apporté son assiette, son plateau. Et pendant que j'interviewais Ingrid, je la regardais, je dis, mais je trouve ça assez extraordinaire. Cette femme qui, normalement, est censée aller manger avec les autres qui ont payé pour être en VIP, elle est là toute seule, comme une petite malheureuse, avec son plateau, juste pour me faire mon interview. Et après, justement, à la pause, après, je lui dis, mais finalement, pourquoi vous avez accepté? Parce que vous ne me connaissez pas. D'accord, je connais Ali, mais ça ne suffit peut-être pas. Et elle m'a dit, juste parce que tu me l'as demandé. Et ça, je trouve que c'est et je la raconte souvent pour inspirer les gens parce que les gens toujours oui, mais j'ose pas ceci, j'ose pas demander à un tel, j'ose pas. Si on n'ose pas, on peut pas faire. Au pire, on demande, ben, on a un nom. Hein. Même chose quand j'ai interviewé Yvonne Missner,
qui m'a répondu lui-même OK, pas Proctor, mais Bob Burg, qui m'a répondu oui. Après, il me dit OK, vous organisez ça avec les assistants. Et je me souviens, Ivan Mister, c'est quand même le PDG de BNI quand même, hein. Donc c'est pas une petite société. Et le jour où on a fait l'interview, je lui avais dit, donc on le faisait sur Skype, et je lui avais dit, vous inquiétez pas, moi je garde que le son. Ouais. À l'époque, je ne faisais pas encore vraiment de vidéo. Et pendant un quart d'heure, il me dit, ah, je suis désolée, Biba, ma vidéo ne marche pas, mais qu'est-ce que j'aurais aimé qu'on mette ma vidéo. Non, mais on se voit, non, mais. Et je trouve ça extraordinaire de voir que des gens comme ça, qui ont des empires, en fait, et qui nous acceptent. Donc, c'est là où c'est super important aussi, quand on parlait de la peur du marketing, la peur d'aller rencontrer les gens, c'est super important de se dire, si j'ai envie de faire les choses, ben, je fais. Et comme elle dit, ben, parce que tu l'as demandé, j'ai dit oui. Voilà. Ouais. Plus compliqué que ça. Mais ça veut dire, je dirais, un deuxième bouquin là. En fait, l'histoire de ce bouquin, c'est assez drôle. C'est Juno qui allait me voir et qui m'a dit, Fred, on a vu votre blog, j'aimerais bien en fait vous m'écriviez un bouquin sur le blogging. Et en fait, à l'époque, moi, tu vois, j'avais le blog, mais bon, j'étais pas comme d'autres personnes qui vivent d'un blog, qui ont monté un business autour d'un blog. Moi, le blog, c'est juste un outil. Et je dis non, moi, ça m'intéresse pas. Mais par contre, je voudrais bien écrire un bouquin sur le growth hacking parce que je suis sûr que ça va marcher. C'était un truc qui était vraiment. Et puis moi, ça m'inspirait. L'efficacité maximale, utiliser un maximum les outils, etc. Ça, c'est des trucs qui me passionnent. Et je me suis dit merde, mais Fred, comment je vais écrire un bouquin tout seul, c'est un sacré boulot. Et mon premier réflexe, ça a été de me dire, faut que je trouve des gens pour écrire avec moi. Et donc, j'ai commencé à demander à 4 personnes. Et au final, il y en a un qui a refusé parce qu'il n'avait pas le temps. L'autre qui n'a jamais rendu sa copie. Le troisième qui m'a dit, bon, je te file un chapitre. Et le quatrième qui m'a dit, hey, bon, finalement, je te propose quelqu'un qui était Grégoire, que je connaissais pas du tout, et avec qui on a écrit le bouquin. On s'est jamais vu en face à face. Après la sortie du bouquin, on s'est vu une fois. Je pense que Grégoire, je l'ai vu peut-être 2 fois dans toute ma vie. Et pourtant, on a sorti le bouquin, on a écrit 300 pages ensemble. La V2, on a aussi écrit la V2, sauf que là, la V2, bah, Grégoire, il a monté sa boîte. Là, ils sont une cinquantaine ou une trentaine. Enfin, ils ont fait, c'est un super succès. Et en fait, Grégoire, il a dit, non, mais j'aurais pas le temps. Je délègue à Olivier Zango-Martin. Et c'est quasiment que Grégoire a fait que relire. Il a tout délégué à son collègue. Donc, faites à deux. Par exemple, ma première formation vidéo que j'ai sortie en 2009, là encore une fois, c'était une des premières formations sur le blogging en français. Et c'est vrai que je me disais, merde Fred, écrire la formation, j'y arriverai jamais. Et c'est là qu'il y a Boris Schrenzel qui m'a dit, ah ouais, moi aussi, je voudrais faire une formation vidéo. J'ai pas le trafic, j'ai pas l'autorité. Par contre, je sais faire des trucs techniques. Et est-ce qu'on pourrait le faire ensemble? Et je dis, bah oui. Et en fait, faire les choses à une deadline, ça t'oblige à faire des choses et surtout, ça divise en deux le travail. Tu imagines, tu as 100% du boulot à faire, tu te retrouves avec 50%. Si tu trouves encore d'autres personnes, tu fais 33%. Et donc, en fait, c'est ça qui vraiment permet d'aller au bout des choses. Parfois, quand quelque chose vous paraît trop dur, faites-le à deux. Il y a plein de gens qui ont un projet et qui me disent non, mais je ne veux pas en parler, c'est un projet secret, on va piquer mon idée, non, mais je le garde pour moi. Je dis non, mais une idée ne vaut rien, c'est sa réalisation qui compte. Et donc, en fait, essaye. Là, par exemple, il y a un gars que je connais bien qui s'appelle Jordan, qui qui coach en fait en vente. Il aide les gens à vendre au téléphone, en B2B, aux assureurs et tout ça. Et d'ailleurs, si on parlera de LinkedIn, après, tu verras, il a fait un post LinkedIn, il en a fait plein, mais il a fait un post LinkedIn où il disait 5 appels ou 50 appels, 3 rendez-vous, 50 000 euros de chiffre d'affaires, ou un truc comme ça, ou 200 000 euros de chiffre d'affaires. Il a fait ce post-là et il a eu genre 10 clients derrière. Mais c'est un peu fou. Et qui me disait, waouh, c'est un dingue, j'ai juste fait un article comme ça et grâce à la viralité, les gens étaient curieux, etc. Donc, bref, donc il fait de la formation. Et il me dit ah ouais, j'ai une idée, j'aimerais bien vendre un logiciel. Et il me dit ouais, je voudrais apprendre à développer. Il me dit conseille-moi quelles sont les formations pour devenir développeur. Je dis Jordan, t'es commercial, il a plus de 50 ans, t'es débordé, tu vas apprendre à développer pour faire ton propre logiciel. Et je dis non, mais associe-toi à quelqu'un ou fais un cahier des charges, commence sur Excel, fais un truc simple. Encore une fois, va un petit pas. Le gros hacking, c'est ça, c'est pas forcément avoir ton produit dès le départ et vérifie comment ça marche. Toi, je lui dis,
fais un truc sur Excel, structure un peu ton truc et après tu demanderas à quelqu'un à partir de ces trucs Excel de faire en fait ton produit. Et le gros hacking, c'est ça aussi, c'est se dire tu n'es pas obligé d'avoir un produit final dès le départ. Pour le titre du bouquin, on a commencé par tester en fait le titre, comme je disais, 8 semaines pour doubler ce nombre de prospects. En fait, on était avec mon co-auteur, on était ensemble, on était en train de se dire, bon alors qu'est-ce qu'on va pouvoir foutre dans ce bouquin. Il faut que ça soit un truc, une méthode, il faut que ce soit concret, pratique. Allez, on a dit tout à l'heure, trouver plus de clients, on trouvait que c'était too much. Plus de prospects, ouais, ça paraît un peu plus crédible. Allez, en combien de temps? En un mois? Oh non, un mois. 6 semaines? 6 semaines. 8 semaines, ça te paraît crédible? Ouais, ça me paraît crédible. Allez, track, c'est bon, on fait 6 semaines, enfin 8 semaines, et on va faire un programme, et on a bâti le bouquin comme ça, et on l'a testé après sur quelques personnes en disant, tiens, on va écrire un bouquin 8 semaines pour faire cela. Est-ce que ça te paraît intéressant? Le titre est sympa. Alors, on n'a pas fait de publicité AdWords, enfin Facebook Ads pour ça, mais on aurait pu faire une publicité Facebook Ads, la lancer et voir quel était le titre qui marchait mieux, etc. Voilà. Donc, c'est pour ça que c'est super important aussi, effectivement, quand tu disais, les gens, moi j'en rencontre plein de gens qui me disent non, non, c'est comme les gens qui ne veulent pas rentrer dans les groupes de coaching ou dans le mastermind et qui me disent non, non, parce que moi j'ai un projet, je ne veux pas en parler. Je dis ouais, mais votre projet, vous me dites, ça fait déjà X années que vous êtes dessus et il n'a pas avancé. Donc, c'est quand même beaucoup plus facile. C'est pareil. Et trop de gens, en fait, se voient comme des concurrents. Moi, je sais que quand j'ai lancé les premiers sommets de femmes par des femmes, tout le monde me disait, mais pourquoi vous faites venir toutes vos concurrentes? Je dis, bah, parce que je ne les vois pas comme des concurrentes, tout simplement. Je les vois comme des personnes qui sont complémentaires. Donc, c'est ça aussi le mindset de l'entrepreneur, c'est de se dire, je ne fais pas mon petit truc. Alors, ou je fais mon petit truc dans mon coin et c'est un hobby, et c'est OK, mais ce n'est pas un business, donc ce n'est pas ma cible. Donc, on passe au suivant. Mais c'est aussi de se dire comment je peux utiliser les autres, utiliser les compétences des autres. Et comme un livre, c'est aussi utiliser les compétences des autres. Donc ça, c'est super, c'est super. Bah ouais. Et toi, pareil, la grande mode actuelle, tu sais, c'est d'avoir un groupe WhatsApp ou un groupe Telegram pour fédérer tes communautés. Vraiment, tu le fais avec tes clients ou parce que tu as la proximité, tu as la voix, tu as les interactions, etc. Et tu peux le faire également avec tes partenaires. Moi, par exemple, j'ai un groupe WhatsApp où en fait, on se pose de temps en temps quelques questions. On peut aussi se mettre une petite vidéo YouTube parce que tu sais très bien que plus tu as d'engagement, plus tu as de likes, plus tu as de commentaires, plus ta vidéo est vue, bah, plus ça progresse. Et en faisant ça, en fait, les gens me disaient, mais tu as des concurrents là-dedans, ils font aussi des formations, ils font aussi dans le marketing. Toi, par exemple, tu as Rudy Villard qui est dedans, tu as Christophe Train, tu as plein de gens comme ça qui sont, entre guillemets, des concurrents. Moi, je dis, mais non, mais on n'est pas vraiment concurrents, on a d'autres cibles, c'est pas la même chose. Puis même si on est concurrent sur une partie, c'est pas très grave. On est sur un peu la même communauté et on va s'aider. Et le fait d'avoir un soutien comme ça, enfin un soutien commun, ça te crée de la crédibilité. Moi, il y a une personne comme ça m'a dit, waouh, mais tu as l'air de connaître vachement de monde. Regarde, il y a machin qui a commenté. Mais oui, mais moi aussi, je le fais. Et c'est en fait, ça crée ta communauté, ça crée ta notoriété. Et c'est pour ça, comme tu le dis, il ne faut pas essayer de rester tout seul dans son coin. Il faut s'ouvrir aux autres. Et moi, par exemple, tiens, je connais quelqu'un aussi qui est dirigeant d'une boîte. Le problème de cette personne-là, c'est que souvent, quand tu es entrepreneur ou dirigeant, en fait, tu as la solitude du dirigeant. Tu es tout seul. C'est toi qui as tous les soucis, tu ne sais pas quoi faire, tu n'arrives pas à prendre recul, tu es la tête dans le guidon tout le temps et puis surtout, tu as plein de trucs à faire. Et donc, en fait, tu oublies les choses. Et moi, depuis quasiment 2 ans de ça, avec Raphaël, qui est en fait complémentaire à moi parce que lui, c'est un gros procrastinateur et moi, je suis un hyperactif. Et donc, en fait, tous les mois, une fois par mois, on se fait un déjeuner virtuel, on se prend 1h30 et en fait, on passe 45 minutes sur mes problèmes à moi, 45 minutes sur ses problèmes à lui et on se pose nos questions. Et comme je disais à Raphaël, tu en connais plus sur moi que n'importe qui au monde. Tu en connais plus sur moi que ma femme, que mes parents, etc. Et sincèrement, ça te permet d'avoir une motivation. Tu parlais du mastermind, tu parlais du coaching. C'est le meilleur moyen d'avancer. Parce que souvent, tu vois, Raphaël me dit des trucs et il me dit, mais je n'étais pas convaincu, ça paraît ici. Je dis, non, non, je suis pas prêt. Et pourtant, 1 mois, 2 mois plus tard, il y a la petite voix dans la tête. C'est pour ça que c'est important d'avoir de l'aide extérieure. Tout à fait. Donc justement, le but, alors, allez lire le livre, vous allez sur Amazon, comme je dis, si vous Oui, êtes et en puis Prime, si tu veux, j'en ferai gagner un à tes lecteurs lorsque tu diffuseras le live. Donc, je te laisserai faire un petit tirage au sort où tu veux. Puis, je vous enverrai un exemplaire dédicacé par la poste. super.
Frédéric répond toujours présent. Si vous étiez parmi les gens qui étaient là à ma holiday party en décembre, Frédéric avait offert 10 formations LinkedIn qui ont été énormément appréciées parce que je peux dire que les clientes qui les utilisent, elles me disent tout, Frédéric il a dit ci, Frédéric il a dit ça. Donc maintenant ça y est, je sais. Donc merci encore effectivement pour faire gagner un livre. On fera un petit concours. Je ne sais pas encore comment on fera, mais on fera un petit concours au moment de la publication. Et puis si tu avais un mot de la fin justement pour que ce terme, ce gros mot de grosse hacking, ce qui fait peur aux gens. Je te dirai un truc, tiens, je vais aller te sortir un petit truc. Là, je vais juste dans ma bibliothèque, là. C'est penser à l'expérience client. Ça, c'est le dernier point que je te dirais. Alors, tu vois, en fait, ce qui s'est passé. Et c'est pour ça que je vais dans ma bibliothèque. C'est qu'en fait, vendre un produit, vendre un service, c'est vrai, c'est bien. Mais ce qui est mieux, c'est que tu arrives à faire un effet waouh. L'effet waouh, toi, dans le bouquin, je parle ça, c'est un excellent livre qui s'appelle Ces moments qui comptent, qui explique comment on va créer un effet waouh, à la fois dans son entreprise, avec son produit, etc. Et moi, en fait, je l'ai mis en cas pratique là-dessus. Je me suis dit, Fred, t'offres un bouquin, enfin tu vends un bouquin, mais comment tu peux faire un effet waouh pour que les gens se disent waouh, c'est génial. Donc au début, tu vois, je commençais comme tout le monde, t'offres un bouquin d'une version dédicacée. Et puis je me suis dit, mais Fred, il faut que tu fasses mieux. Donc je l'ai vendu avec une formation vidéo, faire un pack, ok, c'était bien. Mais je me suis dit, merde, comment tu peux faire un effet waouh? Alors j'ai commencé en fait après à me dire, tiens Fred, tu vois, tu vas faire un petit marque-page. Donc j'ai acheté un marque-page de la librairie du coin. Je me suis dit, je sais pas dessiner, donc je vais prendre les gommettes de ma fille. Et toi, c'est bon, j'ai fait un premier niveau, donc j'ai le bouquin avec un mot personnalisé. Ensuite, je mets des petits conseils là-dessus avec un machin. Et je me dis, mais Fred, comment tu peux faire pour que ça soit encore plus waouh? Et donc, je me suis dit, il y a aussi l'enveloppe. Et c'est là que j'ai été acheter chez Office Dépôt, tu vois, des enveloppes dorées. Et c'est vrai qu'il n'y a pas longtemps, souvent les gens me disent, waouh, j'ai reçu ton truc. Et il n'y a pas plus tard qu'il y a 2 jours, il y a un lecteur qui m'a acheté le bouquin et qui m'a dit, il y a son fils qui lui a dit, papa, qu'est-ce que c'est de cette pochette en or? Qu'est-ce que c'est? C'est un trésor. Ouvre-le vite, ouvre-le vite. Et donc, en fait, c'est des petits effets comme ça. Donc, que vous soyez coach, consultant ou n'importe quoi, imaginez-vous comment vous allez pouvoir faire un effet waouh. En fait, quand tu commandes quelque chose, tu reçois par la poste un truc. Par exemple, moi, quand j'ai des gens qui participent à un webinaire avec moi, en tant que des gros clients, hein, tu vois, quand ils ont participé avec moi, ils ont fait un témoignage dans un webinaire. Je leur dis, tiens, en fait, quelle est votre adresse? Enfin, quand c'était une entreprise, c'était plus facile. Mais je récupérais leur adresse et je leur faisais livrer des chocolats au bureau. Et ce qui est top du top, c'est, tu vois, la personne a fait le webinaire avec toi et en même temps, tu prévois qu'il y a un coursier qui vient livrer les chocolats ou le champagne, une demi-heure, 1 heure après. Et là, la personne se fait, oh, waouh, c'est incroyable, etc. Donc, cet effet waouh, vous devez absolument le faire et imaginez comment vous pouvez le créer dans votre entreprise. Voilà. Ça, c'est le mot de la fin. Comment fidéliser ses clients. C'est comme moi avec mes plus de 100 cartes de vœux tous les ans. Depuis des années, j'envoie plus de 100 cartes de vœux. Donc, ça me prend 1 semaine à écrire à la main, même si j'écris mal, mais je le fais quand même. J'ai dit, peut-être que les gens ne vont pas réussir à lire, mais j'envoie mes plus de 100 cartes. Mais oui, j'ai été étonné. Tu es la seule qui m'a offert une carte physique. Tiens, je te donnerai une dernière anecdote. Tiens, c'est justement un gros hacker. Un gros hacker, en fait, qui s'intéresse à vendre au RH des produits de recrutement ou je sais pas quoi. Et donc, en fait, il disait, mais comment je vais pouvoir toucher ces RH qui sont sollicités de toutes parts? C'est impossible. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est dit, je vais sortir de l'ordinaire. Et c'est ça le gros hacking, c'est penser de manière différente. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a dit, je vais les inviter à un thé ou un café virtuel. Il a acheté des sachets de thé avec son logo et il a envoyé par la poste à ces personnes-là en disant, est-ce que ça vous s'intéresserait de faire un café virtuel? Et grosso modo, je crois que ça lui a coûté 2,50 € entre le sachet de thé, la lettre et tout ça. Il a envoyé sur à peu près 300 personnes et il me disait qu'il avait un taux de retour qui était exceptionnel et qu'il n'avait jamais vu ça. Donc, une opération, ce n'est pas forcément du digital, ce n'est pas forcément du compliqué, mais c'est dire comment je vais pouvoir surprendre les gens. Moi, je faisais ça il y a des années aux États-Unis, quand on faisait les virtual coffee, justement, il y a au moins 15 ans. Et hop là. Et en fait, j'envoyais une carte Starbucks en disant The coffee is on me, the latte is on me. Les gens recevaient la carte du Starbucks au moment où on avait notre rendez-vous. Donc voilà, c'est comment aussi fidéliser ses clients. Écoute, merci beaucoup pour toutes ces informations. Donc, alors on parlait des choses. Moi, en fait, dans mon livre, c'est mon marque-page qui est dedans. Donc, je vous invite tous effectivement
effectivement, même vous, mesdames, même si le titre vous paraît un peu, c'est quoi ce truc-là, je vous invite parce que c'est vraiment clair, c'est écrit facilement, c'est écrit pour nous, c'est un peu le marketing pour les nuls, moi je dis, c'est le marketing pour les nuls parce qu'au moins j'ai tout compris. Donc je vous invite effectivement à le lire. Je verrai effectivement, on va chercher une question, un concours, on va faire un truc pour que Frédéric vous offre un exemplaire, pas à tout le monde, mais aux gagnants. Et puis sinon, vous allez sur Amazon. Voilà, et c'est dans la même lignée, comme il vous disait, effectivement, c'est dans la même lignée que MDR. Donc c'est pour ça que c'est pas par hasard. C'est un excellent livre, hein. Je te dis, j'ai pris beaucoup de plaisir à lire le livre. Des années après, on se côtoie toujours, même si on ne s'est jamais rencontré. Mais un jour, c'est ça qui est important. C'est comment on crée son business, comment on crée la relation avec le client, la fidélisation avec ses contacts également, et avec son réseau, et comment on crée son réseau. Et grâce au réseau, justement, on apprend beaucoup plus vite. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Frédéric. Merci. Merci à toi pour toutes ces informations que tu nous as données. Et puis, donc, j'espère que ça va aider à beaucoup d'avoir le mindset beaucoup plus positif par rapport au marketing. Ouais. Et puis, comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, cette interview, eh bien, partagez-la, que ce soit en vidéo, que ce soit en podcast, partagez-la à votre audience. Ça servira, toutes les informations qu'on a pu donner vont aider votre audience également. Et puis, si vous souhaitez lancer un business ou si vous avez un business et que ça ne fonctionne peut-être pas exactement comme vous le souhaitez, eh bien parlons-en, vous avez le lien sous cet épisode également. On pourra en parler, de voir quels sont vos challenges, quels sont vos objectifs et comment je peux vous aider. Et quand moi, je ne peux pas vous aider ou si ça ne fait pas partie de mon expertise, j'ai un réseau, comme vous pouvez le constater, on ne m'appelle pas de Connection Queen pour rien, j'ai un réseau où je peux vous renvoyer vers d'autres personnes et d'autres ressources. Et puis, pour tout. Alors, je mettrai les liens effectivement pour le livre de Frédéric et pour son site sous cet épisode également. Donc, profitez-en, contactez-le, vous verrez, il est plein de ressources également. Et puis, Frédéric, merci beaucoup. Ciao, ciao. Voilà, et puis à tout le monde, on se retrouve la semaine prochaine. Merci, au revoir. Allez, bye.